Bon, mais Alexandre, c'est pas tout de suite qu'on va avoir un budget. Non. Le Canada va vivre quelques mois de plus sans budget. Pas avant l'automne, effectivement, c'est ce qui a été confirmé hier. Même la plateforme économique là, du parti qui était arrivée très, très tard dans la dernière campagne. Mais si c'est pour faire un budget qui est conforme à la plateforme libérale, là, le cadre financier libéral, faites-en pas. C'est Travaillez. peut-être mieux d'attendre. Retravailler. Parce que c'était... Il a circulé toutes sortes de choses, mais la rumeur la plus persistante, c'est que ça avait été préparé par l'équipe libérale, un peu les mêmes que Trudeau, avant vraiment l'arrivée de M. Carney, puis que lui-même, pas sûr qu'il était si convaincu de son cadre financier, là, tu sais. Fait que s'il faut refaire les devoirs, là, ça vaut peut-être la peine. C'est juste que c'est bizarre d'annoncer comme hier une baisse d'impôts, tu vas nous en parler, puis t'as pas le... D'où vient l'argent? Là? T'as pas le cadre général pour comprendre, OK, mais là, on baisse les revenus, on va avoir moins d'impôts, et comment on arrange le reste? Là? Oui, une mesure là, qui va coûter autour de 6 milliards par année. D'ailleurs, Mark Carney a confirmé, c'était une promesse électorale, mais il l'a confirmé un peu à la manière de Donald Trump, là, c'est-à-dire en signant, ce qui n'est pas tout à fait un décret, parce que ce qu'il a signé hier, au sens de la loi comme telle, ça n'a pas tant de valeur, il faut que ça passe par le Parlement, mais quand même, là, si c'est adopté, et c'est ce qu'on souhaite faire, là, déposer ce projet de loi pour mettre en vigueur tout ça, cette baisse d'impôt avant le 1er juillet. C'est une baisse donc de 15 à 14 % sur la première tranche imposable. Ça ferait économiser à peu près 800 $ à une famille de 2 revenus. Cette première baisse d'impôt, donc de 15 à 14 % sur la première tranche. Et comme on touche la première tranche, c'est essentiellement tout le monde. À moins de payer pas d'impôt, d'avoir des petits revenus, tu payes pas d'impôt, mais dès que tu arrives dans 16 000. Ouais, dès que tu commences à payer de l'impôt, t'es touché. Oui, exactement. Alors, c'est ce qui est ressorti hier de cette première rencontre du Conseil des ministres. Mais déjà, Mario, il y a eu certaines voix discordantes sur des sujets sensibles, notamment les pipelines. Et là, c'est Stephen Guilbeault qui a fait une déclaration, à savoir, est-ce qu'on doit relancer ces grands projets de pipeline? Il a dit, faut pas oublier qu'on a acheté un gazoduc Trans Mountain qui est utilisé actuellement qu'à 40 % de sa capacité. Alors, je pense donc qu'avant de commencer à construire un tout nouveau pipeline, on devrait peut-être maximiser l'utilisation de l'infrastructure existante. Alors, je ne sais pas si son nouveau collègue ministre responsable est d'accord avec ça. Non, mais de long en large, il a parlé là, de la demande pour le pétrole qui, à partir de 2028-29, pourrait avoir plafonné. Il est allé, il s'était penché pas mal là, sur le fait que ce serait une erreur de faire un autre pipeline, alors que c'est le programme de son boss. Théoriquement, M. Carney a dit, moi, je redonne le feu vert à ça. Je voyais les journaux de l'Ouest canadien, là, c'est du anti-Guilbeault ce matin. Là, on est reparti sur le dos, alors que le Parti libéral veut essayer de ramener un peu de l'harmonie dans le pays, calmer la colère de l'Ouest canadien. Je vais te dire que hier, Stephen Guilbeault a allumé la mèche, puis il y avait M. Robertson, le nouveau ministre du Logement aussi. Le programme de Mark Carney, c'est de faire baisser le coût du logement. Mais là, lui, il s'est embarqué. C'est un ancien nouveau en politique fédérale, un ancien maire de Vancouver. Il a quand même 10 ans de politique dans le corps et plus. Là. Mais là, il s'est enfargé à dire, si ta maison a pris de la valeur, toi, dans les dernières années, mais là, toi, dans ton patrimoine, t'es inclus, tu as une maison, tu l'as acheté 400 000, elle vaut 800 000 aujourd'hui. Toi, tu mets dans ton patrimoine que ta maison vaut 800 000. Puis lui, là, tu voudras pas que ta maison, apprendre que ta maison en vaut 600 ou 700. On veut pas perdre de la valeur, puis tout ça. C'est comme, oublie ça, c'est pas ça qu'il faut... Ton boss s'est fait élire en disant qu'il faut que le coût des nouvelles maisons, le prix des nouvelles maisons, le prix du logement baisse. Ça coûte moins cher aux jeunes ménages de se loger. Répète ça, là. Pour un matin, là, répète ça mot à mot, ça va bien aller. Toute autre complication, nuance, puis tout ça, t'as l'air d'être en train d'être sur le contraire du programme. Il y en a qui n'avaient pas l'air d'avoir eu les lignes de com hier matin, là, les fameuses lignes de briefing. Mais je vais te donner un truc. Oui. Un truc, là c'est de la grosse politique. Là, les gens, asseyez-vous, là. Si t'as poursu là, par écrit toutes les lignes de briefing, redis la même affaire que le boss. Prends pas de chance. Un petit truc, là. Oui, juste un petit truc, là. Dis la même affaire que le boss, ça va mieux aller. Puis, je sais pas, mais j'ai l'impression que M. Carney est plus raide que M. Trudeau. Ça circule, tu sais, qu'il sera pas trop patient, puis que les ministres, s'ils livrent pas marchandises... Ça se pourrait que M. Carney soit un peu moins patient que M. Trudeau. Fait que je sais pas, là, quand il lit sa revue de presse un matin, Stephen Guilbeault, puis l'autre qui veut pas baisser le prix des logements, je serais curieux d'entendre M. Carney ce matin là-dessus. Ça suffit, hein? Ça
vie. C'est ça qu'il va dire. Oui, Jean-François qui a déjà... Il y avait des micros dans la chambre à coucher Ça ce fait matin. changement de continuer. Travailler fort. Ouais. Là, ça Faut suffit. travailler Plus raide. fort. Ouais, monsieur Trudeau, c'était toujours continuer à travailler. Toujours. On continue à travailler, il se passe rien, mon travail. Nous allons Voilà. continuer de travailler fort. Oui, Mais mais peut-être là... qu'on va continuer de le faire, mais avec M. Carney. Jean-François, cette tu peux... fois-ci. Laisse-le tranquille. Jean-François, il est retraité. Il faut qu'il se reste assis. Non, attends, il est peut-être au Canadien Tire. oui. Non, c'est pas encore ouvert. Il n'est pas levé. Là. Bon, le Bloc va finalement parler, parce que le Bloc a été ultra silencieux depuis le lendemain du vote. Là. Un point de presse très, très attendu. C'est à 11h. Le chef de la formation est François Blanchet qui va s'adresser aux médias, accompagné de la leader parlementaire, Christine Normandin, de Nathalie Sinclair-Desgagnés, aussi la candidate défaite par une voix dans Terrebonne, là, après ce fameux dépouillement judiciaire. On sait qu'au cours des dernières heures, là, Élections Canada a reconnu son erreur, mais parle d'un incident isolé. Alors là, que va faire le Bloc québécois? Et là, laisse entendre. Écoute, là, on est dans les interprétations. Peut-être que j'interprète trop, là, on me pardonnera. Mais moi, j'ai dans les mots là, que j'ai scrutés d'Élections Canada, j'entends qu'ils se disent, le dépouillement judiciaire là, a eu lieu, la justice a parlé. S'il y a des erreurs dans le vote par la poste ou autre, là, ce sera des leçons pour l'avenir, puis on va corriger tout ça. Mais l'élection a eu lieu, elle a eu lieu, la Cour a tranché, puis c'est fini. Là. La libérale est élue. Là. En tout cas, la Cour a tranché, mais avant d'avoir le fait nouveau d'erreur sur l'enveloppe, hein, puis dont cette dame... Là, est-ce que les bloquistes pourraient annoncer un recours judiciaire supplémentaire? Là? C'est ce que j'ai hâte de voir, parce que quand tu gagnes l'élection par un vote, OK, puis après ça, il y a une dame qui sort dans les médias, puis on l'a reçue ici à l'émission, qui dit « Ta minute, là, moi j'ai voté par la poste. J'ai voté bloc. J'ai voté bloc. Et l'enveloppe m'a été retournée parce qu'il y avait une erreur de code postal sur l'enveloppe. Pas mon erreur à moi, mais l'erreur d'une enveloppe qui a été remplie par Élections Canada. Et quand tu gagnes l'élection du côté libéral par un vote, puis après ça, il y a une dame qui dit « T'as peu, là, moi j'ai voté pour le bloc. » Là, ça fait en sorte qu'on a une égalité. Ouais, mais là, c'est parce que tu peux pas vraiment compter ce vote-là, parce qu'à ce compte-là, il faudrait que tu lances un appel à toutes les erreurs autres que... En tout cas, c'est compliqué pour tout le monde. On s'entend qu'il y a de l'incompétence d'Élections Canada là-dedans, mais ça va être intéressant. Mais je pense que le Bloc ne lâchera pas le morceau. Là. C'était établi. Je pense que le Bloc ne lâchera pas le morceau. Parlant de Post Canada... Oui, parlant de Post Canada, ça va pas très, très bien. On a appris au cours des dernières heures que Post Canada, suspendait les négociations avec le syndicat. On sait qu'il y a une échéance, une date, un sursis là, qui venait à échéance le 22 mai. À ce moment-là, il pourrait y avoir un autre conflit de travail. Et de la façon que Post Canada justifie la suspension des négociations, on dit qu'au cours des derniers jours, le syndicat et Post Canada n'ont pas réussi à mener des discussions fructueuses. Donc, on parle là, de négociations infructueuses. Une pause temporaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer au cours des prochains jours? Est-ce qu'on va revenir à la table avec d'autres propositions? On espère encore, mais en même temps, ça n'a tellement pas bougé dans les derniers mois. Souvenez-vous, l'automne passé, là, puis le ministre du Travail de l'époque, M. McKinnon, avait été quand même très dur dans ses propos, puis ferme, impatient, tapait du pied. C'est pas passé grand-chose dans le dossier de Post Canada depuis, ça n'a pas évolué. Puis là, on voit l'échéancier du 22 mai approcher. Alors, est-ce qu'on va se retrouver dans le même scénario d'une grève? C'est comme si toutes les parties sont sur leur position. Et dans une organisation qui perd de l'argent par centaines de millions, ça c'est l'autre bout, là. Je veux dire, jusqu'où les contribuables, mettons que tu donnes une convention collective plus généreuse, mais jusqu'où les contribuables disent, là, ça va coûter, ça va faire une coupe de 100 millions de trous de plus. Oui, mais là, c'est censé s'autofinancer. Là. Post Canada, c'est censé être une entreprise publique qui s'autofinance. Jusqu'où les contribuables vont vouloir subventionner ça. Mais tu sais, on en parlait avant d'entrer en ondes, nos institutions financières à tous nous ont écrit, moi ça a été le cas avant-hier, là, pour dire, là, préparez-vous. Écoute, on revient au même scénario qu'en novembre-décembre dernier. Où le monde, il se prépare déjà, là, au pire. Tout le monde semble prendre pour acquis, effectivement, se préparer à une grève. Féminicide épouvantable à Châteauguay. Et on a de nouveaux détails là-dessus ce matin dans le journal. On apprend que la victime est une travailleuse de la santé de 45 ans. Elle s'appelle
Simone Mahan. Donc, elle a été assassinée, selon toute vraisemblance, par son conjoint dans la résidence familiale d'un quartier de Châteauguay. En fait, les policiers se sont présentés vers 15 heures dans une maison de la rue Jules Dumouchel, c'est à Châteauguay. Sur place, ils ont trouvé le corps donc de la travailleuse de la santé de 45 ans. Selon les informations de nos collègues du journal, le couple avait 3 enfants et c'est la petite fille la plus jeune donc des 3 qui était à l'intérieur de la maison au moment des faits. Maintenant, son conjoint, Marcelin Coman, 49 ans, il a été arrêté, lui, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Châteauguay, à Saint-Stanislas de Kostka. Donc, il a été arrêté par les policiers, rencontré depuis. Alors, on est en attente là, de développement aujourd'hui quant aux éventuelles accusations qui pourraient être déposées contre lui là, au terme de cette enquête-là. Donc, 5e féminicide depuis le début de l'année au Québec et la 7e femme au total assassinée. Alexandre, la question qui se posait aujourd'hui, est-ce que le président Poutine allait se présenter à Istanbul, en Turquie? On a la réponse. Alors, la réponse est non. Des négociations qui se feront sans Vladimir Poutine et sans Donald Trump également. Dans le cas de Poutine, il a rejeté... Je pense que c'était une condition sine qua non. Oh, oui. Trump n'allait pas aller là pour négocier avec des fonctionnaires ou des ministres. Il fallait que Poutine soit là. C'est l'image, là, exemple, Trump, Zelensky et Poutine autour de la même table sur la même photo. C'est ce que le président américain aurait voulu avoir, mais à partir du moment où Poutine a dit qu'il rejetait l'invitation de son homologue ukrainien à le rencontrer. Ceci dit, faut pas minimiser dans le sens que ce sont quand même les premières négociations vraiment là, où les Russes et les Ukrainiens sont présents là, depuis le début de la guerre. Ouais. Et Trump a quand même ouvert une certaine porte en disant je pourrais me rendre en Turquie si jamais les pourparlers progressent aujourd'hui. Dans le cas du président ukrainien, il est en route pour la Turquie. Il y aura des négociations là, pour résoudre quand même le conflit avec la Russie. Il a décollé pour Ankara et va rencontrer son homologue turc en cours de journée. Et pour ce qui est de Trump, pendant ce temps-là, alors qu'il est toujours un peu stand-by, il poursuit sa tournée au Moyen-Orient. Il est au Qatar ce matin, a participé un peu plus tôt ce matin à la réunion du Conseil économique du Golfe. Il a dit que sa tournée pourrait générer jusqu'à 4 000 milliards de dollars en retombées économiques. On sait qu'hier, il a signé une entente très lucrative là, pour une commande au niveau de Boeing. Alors Trump qui fait le plein d'entente. C'est un peu de la façon qu'il voyait ce voyage-là. Il est revenu aussi sur certaines déclarations, là, notamment par rapport à la bande de Gaza. Alors, c'est à surveiller aujourd'hui, là, cette visite qui se poursuit au Moyen-Orient pour le président américain. Pas une mission humanitaire qu'il fait, là. Non. Il est reçu dans l'argent et dans le luxe. Dans la dorure, dans les palais. Dans la dorure, à la limite de la caricature. Puis je comprends très bien que partout dans le monde, quand on reçoit le président d'un autre pays, on le reçoit bien. Mais c'est comme l'espèce de petite coche de plus là, qui... puis on sait comment Donald Trump aime ça. C'est ça qui rend ça à la limite de la caricature. Et t'as vu son cortège hier au Qatar. Là, donc, il était escorté par un cortège de chameaux de Cybertruck. Oui, de chameaux de Tesla. Oui, c'est quand même contradictoire, là, des chameaux, puis à côté, il y a des Cybertrucks. Peut-être pas, je sais pas. Les deux marchent pas au pétrole. Là, ça va ça va faire un point commun. T'es dans le pays du pétrole, puis on voit les images. Là, voilà. Les deux marchent pas au pétrole. Un qui marche à l'électricité, l'autre au crachat. Fait que tout va bien. C'était pas les laveurs, c'était parlant de tout va bien, est-ce que ça va bien aller sur les routes du Grand Montréal l'été prochain? Non, ça va être un vrai cauchemar. Là, puis les autorités ont déjà mis la table hier en conférence de presse. Un été très, très chaud dans le Grand Montréal. 40 chantiers majeurs sur des grands axes routiers gérés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, dont 19 nouveaux chantiers. Et ajoutons à ça à peu près 1050 tronçons de rue qui vont être entravés sur l'île de Montréal. Ça, c'est 150 de plus que l'année passée et c'était déjà le bordel l'année passée. Mais c'est parce que moi, je vois cette nouvelle-là ce matin. Oui. Parce que je relis mes nouvelles avant de partir de la maison vite. Bien ça. Je m'en viens. Oui, sur front. Ils sont en train de fermer la rue. Oui, ici, on pourra plus venir. Parce que je peux stationner, moi. On pourra plus venir ici. Je suis arrivé, je me disais, qu'est-ce que je vois devant moi? Je vois comme un mur orange, puis tout ça. Finalement, il reste une voie, là, on peut passer.
Bon, nous autres, à 5h, à 4h30, 5h le matin, on va être correct, mais le reste de la journée, pour venir ici, ça va être écœurant. Ça va être inimaginable. Alors, on va faire le tour des principaux points chauds. Là. Tout ce qui est centre-ville, oubliez ça. Tout ce qui est cœur de l'île également. L'autoroute 40. Puis d'ailleurs, à compter de vendredi, il y aura une portion de la 40 qui va être fermée en direction ouest. Là. Ça commence en fin de semaine. Le pont Honoré-Mercier aussi très problématique. Et l'accès à l'aéroport. Alors ça promet. Ça te donne-tu envie de venir à Montréal cet été? Mettons Mario cet été, là, je te dis, bon, on va aller souper là, dans le Vieux-Montréal. Là. Tu vas-tu répondre à mon texto? Oublie ça. Non, mais... En FaceTime, oui. J'en profite pour m'adresser là, ce matin. Adresse à la nation. Par exemple, tous les recherchistes d'émissions de télé là, qui disent tu sais, une entrevue d'été, on pourrait aller chercher Mario Dumont. Oubliez-moi. Oubliez-moi. Mettez-moi pas sa liste. Tous mes amis qui habitent Montréal viendraient au chalet dans les cantons de l'Est. Moi, Bibi rentrait à Montréal. Oubliez-moi. Non, mais... Puis je trouve même... On rit, mais je trouve même pas ça drôle parce que... Il y a quelques années, je venais à Montréal l'été régulièrement, les festivals, tout ça, puis des terrasses. Il y a tellement de bons restaurants à Montréal, de terrasses. Tu peux plus venir. C'est sûr que ça ira pas bien. C'est sûr que ça ira pas bien. Faut que tu prennes 2-3 jours. Là. Tu t'étales ça sur une couple de jours. Tu vas pouvoir... oublier qu'il va y avoir des rues piétonnes aussi, en chemin. plus des chantiers. Ben ouais, ici, tu pourras plus venir. Je niaise pas parce que Mont-Royal va être fermé, puis Frontenac va être fermé. Tu pourras plus venir ici. T'as un poste de TV et de radio, puis tu pourras plus te rendre. Non, mais on oublie ce que c'est, toutes les rues parallèles, à un moment donné, qui se retrouvent. Parce que là, ici, mais probablement que Iberville va être fermé à côté, parce que ça, à un moment donné, ils ferment toutes les rues parallèles. Fait que c'est des secteurs entiers de la ville. Tu dis, OK, je peux pas passer par Sainte-Catherine, je vais prendre Maisonneuve. Caroline, Maisonneuve fermée aussi. On va prendre René Lévesque fermé aussi. Toutes les rues, je me souviens, il y a une année, t'avais 4 rues parallèles qui sont toutes fermées. Mais t'as plus de modalité, t'as plus d'options pour te rendre. Fait que oui, Montréal, c'est un vrai désastre. Et c'est devenu la norme. Puis on se dit, c'est comme un rat. Tu sais, toute l'histoire que c'est un rattrapage sur les chantiers, puis qu'on va reprendre le dessus, mais on le sent pas. C'est plus à chaque année. J'ai pas l'impression qu'on fait le moindre rattrapage ou qu'on reprend le dessus. Hier, c'était la suite du témoignage de la chanteuse Casey au procès de Puff Daddy. Exact, au procès de son ex-conjoint. On doit dire que Casey, c'est une pièce centrale là, de l'accusation au procès qui est ultra médiatisée. On savait déjà qu'elle a été forcée à des relations sexuelles avec d'autres hommes pendant 10 ans, tout le long de sa relation avec lui, en fait. Et hier, au cours de son témoignage, elle disait comment elle avait perdu l'envie de vivre. Je rappelle que peu après le début de sa relation avec le rappeur, elle a été contrainte de participer à des freak-offs, des marathons sexuels que Sean Combs dirigeait, dont elle était le centre de l'attention et s'est même qualifiée de l'objet de ces freak-offs-là. Et mercredi, sur les écrans au tribunal, on a fait défiler des visages d'une douzaine d'hommes, des escortes qui sont soupçonnés d'avoir été recrutés et rémunérés pour ces freak-offs-là. Et Casey les a reconnus et pour la majorité, elle s'est souvenue de leur prénom ou encore de leur surnom. Elle a même confirmé avoir eu des relations sexuelles avec chacun d'entre eux en présence de P. Diddy. Elle a précisé aussi que les escortes étaient payées avec l'argent de Sean Combs, mais c'est elle qui avait la tâche de les recruter. Ils étaient payés en argent comptant, plusieurs milliers de dollars à chaque fois. Elle a affirmé aussi avoir consommé des opiacés pour se détacher, se dissocier de ces moments-là. Elle disait que ça lui permettait d'être insensible quand elle en consommait. C'est une sorte de fuite. Donc, il y a même une vidéo là, un peu plus tôt cette semaine qui a été diffusée épouvantable de violence. Datée de 2016, ça a été montré au jury pendant le procès. On peut la voir dans un couloir d'un hôtel à Los Angeles et Sean Combs qui l'attrape par la nuque, qui la projette au sol, qui lui donne plusieurs coups de pied. Et mercredi, hier, on a pu voir des photos de Casey après cet épisode-là à l'hôtel. Sa lèvre était enflée, elle portait des grosses lunettes noires parce qu'elle avait un œil au beurre noir. Elle essayait de le dissimuler. Il y a même une de ses amies qui a appelé la police, mais elle voulait pas identifier son agresseur. Elle était pas prête. Donc, le couple a rompu en 2018, mais depuis ce temps-là, là, en 2023, avec son fiancé actuel, elle disait avoir eu des suicidaires qu'elle avait plus envie. Mais là, ce sont les avocats de Puff Daddy qui vont la contre-interroger là, dans les jours à venir. Aujourd'hui, contre-interrogatoire de la défense à partir d'aujourd'hui. C'est intéressant de voir leur niveau d'agressivité et par quel angle ils vont attaquer la chose.